Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, une édition toujours spéciale pour le 3e vendredi du mois, après l'échéance mensuelle et l'expiration notamment sur le futur CAC qui avait lieu cet après-midi à 16h. Le débrief complet de cette échéance et de l'ambiance du moment sur les marchés, ce sera dans quelques minutes avec les 3 sorciers de Smart Bourse qui sont donc autour de cette table pour m'accompagner pendant une quarantaine de minutes. Parmi les mouvements du jour, d'ailleurs assez emblématique, le titre Hermès. Alors, sur le plan opérationnel, le groupe Hermès publie des résultats qui sont satisfaisants, très satisfaisants, des résultats records pour l'ensemble de l'année 2021, mais le marché retient quand même une décélération de la croissance sur le 4e trimestre, une croissance organique qui retombe à 11% seulement sur le dernier trimestre de l'année 2021, et même une baisse de croissance pour la partie maroquinerie. Hermès qui privilégie toujours la qualité et donc qui ne se presse pas pour fabriquer les sacs Birkin aujourd'hui, des contraintes de capacité qui font que les délais s'allongent et que Hermès préfère justement allonger les délais plutôt que de produire à tout prix. Le titre Hermès a perdu 30% en 3 mois et fait figure d'emblème donc de ces valeurs à forte croissance et forte valorisation qui sont tombées un petit peu moins en grâce depuis quelques mois maintenant dans les marchés. Nous en parlerons avec nos sorciers évidemment dans quelques minutes. Et puis chaque 3e vendredi du mois, rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Là aussi, question qui est parfaitement d'actualité. Comment protéger son portefeuille lors de phases de volatilité de marché? Et c'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau à 17h45, le cofondateur du Café de la Bourse. Mais d'abord, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe, une séance technique avec les échéances de produits dérivés du mois de février et une petite baisse à l'arrivée pour le CAC 40. Les infos clés donc avec Alix Nguyen. Paris peine à maintenir son rebond et passe du rouge au vert. Les informations évoquant des violations répétées du cessez-le-feu entre milices séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes diluent l'espoir d'initiatives diplomatiques. Denis Pouchiline, le leader séparatiste de l'autoproclamée République populaire du Donetsk, annonçait en début d'après-midi que les autorités rebelles ont commencé à évacuer les populations civiles vers la Russie, redoutant un conflit d'envergure à la suite de bombardements intensif. On note que la bourse de New York ouvre en légère baisse après sa lourde chute d'hier, comme momentanément apaisée par l'annonce d'une rencontre la semaine prochaine entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Sur le plan du pétrole, les cours continuent de se replier et ce après avoir atteint des pics de 7 ans en début de semaine. Un retournement semble-t-il lié à l'espoir d'un prochain accord sur le nucléaire iranien. Il pourrait ramener quelques 1,3 million de barils par jour sur le marché. Le baril de Brent s'oriente donc vers sa première baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre. Impacté par le risque géopolitique et la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie, les prix du gaz se replient aussi à Amsterdam. Et puis le sujet de la stratégie de la Fed préoccupe toujours et alimente des poussées de volatilité. James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a répété qu'il anticipait une hausse de 100 points de base du taux des fonds fédéraux d'ici au 1er juillet. De son côté, Loretta Mester de la Fed de Cleveland s'est prononcée en faveur d'un relèvement le mois prochain et d'une accélération du rythme des resserrements si nécessaire afin de faire baisser l'inflation. À noter que les gouverneurs de la Fed, Lael Brainard et Christopher Waller, mais aussi le président de l'antenne de Chicago, Charles Evans, doivent intervenir dans le cadre du forum sur la politique monétaire américaine qui se tient à New York cet après-midi. Du côté des valeurs à suivre, Hermès publie au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en croissance de 77% à 2,44 milliards d'euros et une rentabilité opérationnelle courante à 39%, son plus haut historique, en amélioration de 8 points par rapport à 2020. Le marché devait s'attendre à mieux puisque le titre chutait de 7% au cours de la séance. Renault progresse, le groupe est revenu dans le vert avec un résultat net de près d'1 milliard d'euros. Après une année 2020 chaotique, le groupe a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros en hausse de 6,3% et ce malgré une forte baisse de ses ventes liées à la crise des semi-conducteurs. Lundi, à l'occasion du President's
Independence Day, les marchés américains seront fermés. On relève aussi que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront à Bruxelles. Côté entreprise, enfin, Forestia publiera ses comptes annuels. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque troisième vendredi du mois, les 3 sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour le débrief de l'échéance mensuelle. Philippe Béchade est avec nous ce soir, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Jean-Luc Hussac à vos côtés évidemment. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Perceval, Finance, Conseil et Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qu'on retrouve également chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading. Et donc le troisième vendredi du mois, avec nous également au plateau, Romain, bonsoir. Bonjour Gérard. Bilan de l'échéance, Romain, à vous la parole. Bon, j'ai pas l'impression que c'est une grande échéance. Le niveau de la dernière échéance, c'était la compensation de janvier, 7058,70. Et on a perdu 114 points sur cette échéance. On s'en sort plutôt bien dans le contexte, et c'est un marché qui tient plutôt bien. Alors il n'y a pas beaucoup de changements au niveau sectoriel, stratégique. Voilà, il y a un marché d'attente. On était un peu inquiet, on considérait qu'il y avait un biais un peu baissier et d'un peu de danger depuis le début de l'année. Il y a peut-être un tout petit peu de mieux qui se dessine là, mais on n'a toujours pas eu ce sell-off, cette capitulation qu'on attendait. C'est un peu le point d'interrogation. Donc on est un peu entre deux eaux, mais il y a des choses qui sont pas mal. On entame l'échéance du mois de mars avec un ratio de couverture équilibré. On était prudent au début février. Là, on est juste équilibré, ce qui est pas mal, surtout pour une échéance trimestrielle comme mars qui est importante, avec une zone de densité d'options qui nous a bien servi et qui a fonctionné 6 ou 7 fois au moins sur le mois de février, 6007, 6850, qui a extrêmement bien fonctionné. Là, la même zone, elle est plus large sur mars, c'est 6004, 6008. On peut carrément l'étendre. Elle est un tout petit peu plus basse. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est qu'il y a 6009, 6007. On est coincé dedans pour l'instant. En dessous, c'est un petit niveau d'amortisseur entre 6000 et 6100, et en dessous il n'y a rien jusqu'à 5006. Donc il faut, voilà, ça permet de mettre en ça donne la perspective les niveaux et les risques en cas d'accélération de la correction. 6004, 6008, ça a l'air d'être un niveau solide. Est-ce qu'on va continuer notre vague de correction ou est-ce qu'on va rebondir enfin sur 6008? Ça se joue sur les niveaux actuels. Il y a un tout petit peu plus d'intérêt sur le futur CAC 40, c'est moyen, 300 000 contrats futurs ouverts contre 350 000 en moyenne. Donc ça progresse un petit peu par rapport au mois précédent, mais c'est encore ténu. C'est un jeu assez ouvert en fait, on ne prend pas énormément d'initiatives dans ce contexte-là. C'est ce qu'on peut dire sur les marchés dérivés en Europe. Après, du côté des marchés américains, là il se passe des choses aussi. À l'échéance du mois de novembre. Des marchés qui ont le plus baissé. Qui ont plus baissé. Ce qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, on remarquait qu'à l'échéance du mois de novembre, les ratios de couverture étaient particulièrement complaisants, 0,8 sur le total put-call ratio, avec 513 millions d'options ouvertes. Et puis là, on entame le mois de mars avec un ratio de couverture qui est à 1,04 aux États-Unis, donc qui remonte très sensiblement. Il y a plus de protection que d'options d'achat. Plus de protection que d'options d'achat, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps, notamment sur l'indice 1,42, c'est carrément couvert. C'était pas non plus le cas. Et la position globale a diminué puisqu'il n'y a plus que 427 millions de contrats d'options ouverts. C'était une baisse de 16-17%. Ça veut dire que la position s'est aussi un petit peu assainie. On note qu'elle était beaucoup montée. Donc il y avait un excès d'optimisme et une position ouverte importante. On atterrit plutôt en douceur pour l'instant. On note que les opérateurs ont bien anticipé les risques et les nouvelles et donc se protègent. C'est plutôt au chapitre des bonnes nouvelles, ou en tout cas d'une certaine stabilité sur le marché, jusqu'à certains niveaux bien entendu. Mais donc en Europe, vous décrivez le ratio de protection put-call comme étant équilibré. Aux États-Unis, on est dans une dimension de prudence. On est un peu plus prudent là-bas. Il y a eu même beaucoup d'options de vente ouverte. Ça s'est tassé un tout petit peu, mais on sent que les opérateurs anticipent cette baisse possible. Alors la hausse des taux, les conflits, tous les éléments de contexte actuel. Ce qui était à noter, ce qui était intéressant, c'est que manifestement les opérateurs et les investisseurs ont plus accès à l'information, ils se protègent mieux, ils réagissent mieux. Ce que ça a comme incidence sur le marché, c'est que c'est un marché qui devrait consolider un petit peu, baisser un peu, qui n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on est vraiment capé, effleuré, on est vraiment bloqué entre deux zones. Un tout petit peu de pression baissière d'un côté qui
se rachète vite parce que les niveaux ne tiennent pas, et un marché qui n'arrive pas à baisser, qui n'arrive pas à aller faire ses extensions baissières, à aller rompre des niveaux. Alors c'est très, très identifié à Paris, hein. On a tous les mêmes niveaux en tête, je pense, à quelques points près, mais si 6007 casse, on sait qu'on a une accélération de 200 points facilement derrière, c'est 6720, 730. Pour l'instant, à chaque fois, on rebondit dessus très nettement, et même, on s'est appuyé 2 fois de façon flagrante et assez rapide sur 6828 points sur le futur CAC 40, ce qui en fait un niveau de support un peu plus important, puisqu'on a des réactions sans clôture en dessous, et des mèches fortes, donc il y a du rappel. Ça, c'est plutôt au chapitre des choses positives. En revanche, on n'arrive pas à déborder 7003 déjà sur le futur, qui est la médiane d'un grand range, donc il faut avoir en tête 6828 en bas, 7147 en haut sur l'indice parisien. Il n'y a pas grand-chose de plus si on ne sort pas de ces bornes-là. Bon. En clôture. Un marché un peu bloqué, Jean-Louis, comment vous qualifiez la situation? Qu'est-ce qui caractérise ce marché aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être bloqué, d'aller tester régulièrement les mêmes niveaux techniques, est-ce que ça rend ce marché plus vulnérable ou pas forcément? Cette question, le mois dernier déjà, cette même question, j'avais beaucoup de difficultés à répondre en vous disant il est difficile à juger ce marché, il n'envoie pas de direction forte, d'indication forte. Et puis à la fin, je vous ai quand même dit, je pars vendeur. Voilà, ce week-end, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai. Je pars vendeur. On a vu une belle baisse d'ailleurs après la dernière échéance. Il y avait une alerte, et en fait tout s'est passé le lundi dans la semaine. On a fait les plus bas pratiquement là, après... C'est vrai que quand je disais tout à l'heure, on a fait un bon mois, en discutant, on l'a fait pratiquement dans les 3 premiers jours. Après, oui, on a fait des petites choses, mais c'est resté bizarre. Les marchés sont restés extrêmement résilients. Parfois, il y avait des peurs un peu... Moi, j'ai toujours écrit ne surestimez pas les probabilités d'un événement qui a quand même des chances très faibles d'arriver, etc. Mais ça, c'est le côté du biais humain, biais cognitif du trader aussi. Donc, ce qui nous a amené des mouvements extrêmement violents, sans aucune justification fondamentale. On a vu les algos vraiment, maîtres du jeu, parce que, de toute façon, il n'y avait pas de quoi prendre d'initiative du côté des gérants. Pas de visibilité, des menaces, des prix quand même qui étaient... on est à 7000, hein, on n'est pas à 5000. Donc, voilà, les marchés sont restés très sensibles aux déclarations, aux fausses déclarations, aux rumeurs parfois, parce que franchement, celle qui nous a fait baisser fort là, il y a quelques jours, c'était un peu exagéré, mais... Bon, le marché a rebondi. Chacun entretient son narratif. Oui. C'est un marché de narratif, voilà. Ça fonctionne comme ça. Mais c'est surtout un marché aussi qui entend les menaces qui sont faites, d'un côté et de l'autre. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une volatilité implicite à 21. C'est beaucoup. Ça veut dire toujours pareil, ce marché... les acteurs du marché sont hyper méfiants. On a conscience des enjeux. Voilà, il y a zéro complaisance. Et c'est vrai que les résultats, beaucoup de résultats des sociétés étaient vraiment très bons. Il n'y a pas à dire, Air Liquide. Et pourtant, ces valeurs, Schneider, ont beaucoup baissé quand même. Donc d'un côté, on se dit, mais ces valeurs... Bon, Hermès, le consensus, il n'y a pas un consensus hyper favorable. Il y a beaucoup de neutralité sur le dossier. On peut en parler. Il y a beaucoup baissé, mais je pense à ces valeurs-là. Bon, Esker, qui n'est pas dans le CAC, mais qui a beaucoup baissé. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors, c'est ces valeurs qui vont rattraper leur retard, qui vont rebondir, ou bien c'est celles qui tiennent encore, comme Orange... Bon, nouveau président, etc., présidente. Et puis, des valeurs comme LVMH, qui arrivait à se tenir, qui a craqué un peu, mais a vite rebondi. C'est difficile de se faire une idée. De toute façon, là... Ça, c'est lié à quoi, Jean-Luc? Parce que vous dites en même temps, vous dites les gérants ne prennent pas de décision de pari. Et c'est vrai, en tout cas, ceux qui viennent, tout le monde, je suis d'accord avec vous, est très prudent. Les expositions ont déjà baissé depuis un petit moment, etc. Donc ce discours-là, j'y adhère. Mais pour faire bouger des valeurs... comme vous les décrivez, des grosses capis sur des bons résultats, est-ce qu'il y a des programmes de vente derrière, de gens qui se délestent, qui profitent justement de ces moments-là pour se délester, s'alléger encore? Quand il y a des tensions dans le monde, les Américains ont tendance à se recentrer sur les États-Unis. Et il ne faut pas oublier ça, c'est systématique. Ils vendent tout, ils allègent
leurs investissements sur l'Europe, etc. Bah oui, et Ça, sur c'est les sûr. US aussi, j'imagine, c'est quand même les marchés américains qui pèsent le plus. Ouais, là, oui, mais parce que vous avez vu ce qu'ils avaient monté également. Donc, c'est quand même... non, mais... Alors, peut-être que sur leur marché intérieur, ils l'ont fait aussi, mais en règle générale, sur tout ce qu'ils ont en Europe, etc., Oui. ils allègent. Bon, voilà. Ça, c'est un fait qui peut expliquer pourquoi certaines valeurs ont beaucoup baissé, etc. Puis après, c'est pas que des gens sont venus vendre des actes, c'est qu'ils se sont reculés dans leurs achats, tout simplement, petit à petit. Moi, on voit bien que les volumes sont à chaque fois des volumes d'arbitrage, ex-cash futur, options, etc. Ça se voit avec la vitesse des mouvements. Quand vous voyez des mouvements hyper puissants, rapides, sans aucun retracement, constants, pendant parfois 1 heure, 2 heures, ça, c'est pas des gérants qui tout d'un coup se mettent à acheter. Ça, c'est des algos qui vont jusqu'au bout de leur rôle, c'est-à-dire si c'est par exemple un phénomène de, je sais pas moi, une gestion de delta qu'il faut acheter du CAC au fur et à mesure que ça monte, etc. Donc ça va jusqu'au bout, jusqu'à ce que le delta soit nul, par exemple, si c'est un algo de gestion de delta. Et donc on voit beaucoup de mécaniques de construction qui se mettent en place, construction, déconstruction, et donc ce marché a passé beaucoup de temps à tourner en rond. Alors, il y en a qui disaient qu'il dansait, donc il y a une danseuse qui me dit oui, c'est un peu du Madison. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des danses, enfin, pour ceux qui le savent, C'est une danse en ligne, c'est ça, hein? Non, ça bouge un peu à droite, à gauche, en avant, en arrière. C'est ça, oui. Voilà, bon, Square dance. hein, c'est ça, ouais. Est-ce que vous dites, Philippe? Square dance. C'est le square dance, oui. Et donc, c'est vrai que ce marché, il s'est cherché, et il n'envoie toujours pas un message puissant. Sauf que il est hyper méfiant, donc résilient, donc il n'y a pas vraiment de vendeur potentiel. Sauf événement grave, hein, mais ils n'appuient pas sur le bouton. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Philippe, qu'est-ce qui vous marque sur ces dernières semaines de bourse et de marché? Bon, comme on a déjà parlé beaucoup de la bourse, je vais de faire un petit tour d'horizon, mais rester sur la thématique que vient d'évoquer Jean-Louis, c'est-à-dire qu'effectivement, ça saute dans tous les sens. On a eu ça sur les devises, rappelez-vous ce trou d'air sur l'euro qui va d'un seul coup chercher 1,1280. Alors on dit ça y est, ah bah là ça y est, là les 1,13 on les a vraiment mais cassés quoi. 3 jours plus tard, l'euro il remonte à 1,1480. On a rien compris. Alors après ça, on peut toujours essayer de trouver un narratif, expliquer que finalement non, la BCE sera peut-être moins agressive qu'eux, etc., etc. Enfin bref, on ne comprend pas grand-chose. Sur les taux d'intérêt, là aussi, on a commencé à voir cette semaine des mouvements porte de saloon. Donc on va chercher 2,05 sur le 10 ans américain, on monte à 0,80 sur les OAT. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ça reste un peu accroché aux États-Unis, au-dessus de 2. Et puis nous, on perd 12 points. Le BTP italien, là, 20 points de baisse en 3 séances. Quand même assez spectaculaire, c'est pas des mouvements. Et quand vous regardez, est-ce que M. Draghi a fait une annonce? Est-ce qu'on a eu un papier d'avertissement de la BCE, etc. Ah non, ça s'est fait tout seul, comme ça. Il y a un petit stress géopolitique quand même, Philippe? Alors... je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais... Alors, je ne crois pas que le BTP soit le véhicule privilégié. Quand on a des tensions, on va plutôt chercher soit du 10 ans helvétique ou du T-bond. Mais c'est pour dire... Oui, mais par mimétisme, tous les taux rebaissent, quoi, non? Oui, alors les taux se détendent fatalement si on a un vrai arbitrage avec des actifs à risque comme les actions. Or, on ne l'a pas vu. Ah si, par contre, il y a un actif à risque, tiens, j'y pense, qui vient de perdre 10% là, dans la semaine, c'est le Bitcoin. Bitcoin et Ethereum, là, d'un seul coup, on ne peut pas dire que ça joue un rôle de refuge, ni contre l'inflation, ni contre les tensions géopolitiques. Mais pour en revenir donc au marché obligataire, moi j'ai vu beaucoup de mouvements porte de saloon que je m'explique pas bien, sincèrement. Alors après, oui, on anticipait à un moment 50 points de plus d'ici le 31 décembre par la BCE.
Il semblerait que le consensus soit revenu à 25 points. Sur la Fed, on ne sait pas si on va aller à 1,50 en ligne droite, en commençant par plus 0,50, plus 5 fois 0,25, ou est-ce qu'on va faire un classique 6 fois 0,25 ? Et puis demain, si on a une inflation qui redescend à moins de 7, on va revenir à 5 mouvements, etc. Mais là, ça a été vraiment brutal. Et à chaque fois, on se dit, on va peut-être avoir enfin une vraie histoire, on va avoir un vrai raisonnement auquel on va pouvoir s'accrocher. Voilà. C'est l'histoire des 9 prochains mois qui est en train de s'écrire. Non, rien ne parce tient. que tout le monde navigue à vue. Rien ne tient. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a de la volatilité statistique, il y a de la volatilité du côté des banquiers centraux, il y a de la volatilité sur les taux. Le move est à des niveaux importants, la volatilité du marché. Moi, ce qui m'inquiète peut-être le plus aujourd'hui, c'est le manque... Mais vous dites de ces mouvements, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, Philippe ? Je pense. Ouais. Oui, mais non. Mais... On est paumé, et puis il y en a qui sont coincés. Si on détient des petites émissions, c'est quelque chose, une émission de moins de 100 millions d'euros, là, la liquidité, elle a totalement disparu. Voilà. C'est encore pire si on est sur du triple B ou du double B. Là, on ne sort plus de rien. Alors après, qu'est-ce qui reste effectivement ? Je pense qu'on n'est pas prêt de voir du monde retourner sur le high yield. C'est un pari que je fais comme ça. Et pour ceux qui sont sur le high yield, s'ils ont besoin de liquidité, là, je ne sais pas comment ils vont faire. Je reste sur cette question. Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a décrit cette semaine. Les mouvements sur le crédit, sont significatifs. Et on traite mal sur le crédit. Il n'y a pas de liquidité. C'est compliqué de traiter effectivement sur cette partie-là du marché. Est-ce qu'on peut s'intéresser, alors, vous l'avez dit, Romain, là, ces belles valeurs qui sont en baisse de 30% depuis l'automne dernier. Alors, Hermès, je le citais comme emblème du jour, 30% de baisse par rapport au sommet. Alors, le sommet d'Hermès, c'était en novembre, mais d'autres avaient commencé à baisser avant. Alors, vous citez Dassault Systèmes, Téléperformance a perdu plus de 20% aussi. Voilà, il y en a d'autres. Est-ce que c'est survendu ? Est-ce qu'on trouve des valeurs là qui commencent à être survendues dans cette catégorie de grandes, belles valeurs de qualité, richement valorisées ? Mais est-ce que désormais les baisses commencent à devenir intéressantes ? Elles le deviennent manifestement parce qu'il y a eu un coup d'arrêt dans la tendance baissière. Il y a des niveaux qui sont testés effectivement en ce moment avec des réactions plus ou moins brutales sur des publications. On défend quand même sur Hermès en clôture des supports aux alentours de 1191, 1200, même si la baisse du jour est un peu marquée. Téléperformance, elle a perdu 22%. Effectivement, elle rebondit. Elle, c'est plutôt au chapitre des bonnes réactions. On avait choisi aussi Dassault Systèmes qui a perdu 30% depuis novembre. Oui, ce sont des niveaux intéressants. Ce sont des niveaux aussi de retracement important de toute la hausse Covid. En fait, on utilise souvent les ratios de Fibonacci et on arrive dans des zones qui sont entre 38-20 et 50% de retracement de toute la hausse de mars 2020 à donc l'automne, comme vous disiez. Ça a commencé pour Kering de façon flagrante au mois d'août. Ça a été plus récent pour Legrand qui a perdu 20% depuis le 1er janvier quand même. Et donc elles ont des configurations où effectivement elles arrivent sur des niveaux de support importants avec des réactions, avec en bas de marché des marteaux, donc des bougies avec une grande mèche basse en dessous et un petit corps avec un gap souvent. Ça sont des signaux de possibles retournements qui vont être à confirmer. Et c'est un peu, ça traduit toute l'incertitude dans laquelle on est en ce moment. Est-ce qu'on va confirmer et on va pouvoir repasser ces niveaux-là ? Moi qui étais assez pessimiste, enfin prudent dans une vague de correction que je pense sont des feuilles de route, mais être une vague de correction A, je rappelle que A, c'est la première vague de correction dans un mouvement en A, B, avec un rebond, le rebond étant en B, et c'est une vague bien plus méchante qui aurait lieu dans le courant du printemps. Donc, dans ce contexte-là, on se dit que oui, effectivement, on va peut-être même pas aller au bout de la vague A, qu'on avait identifiée comme étant une vague de Wolf sur l'indice CAC 40, par exemple, avec des cibles autour de 6500 points. Là, les réactions qu'on a depuis le début de la semaine, l'Eurostoxx qui casse 4039 et qui casse un canal haussier de moyen terme en début de semaine, violemment, en s'éloignant vraiment de la borne, et qui le réintègre quasiment instantanément, c'est encore une fois un signe de résilience énorme. Et tout le contexte géopolitique fait qu'on a des mouvements de baisse un peu marqués, mais des rebonds qui sont aussi violents. Et maintenant, on réagit très peu ou quasiment plus aux dernières annonces. On reste à l'équilibre. Alors, c'est un peu plus lourd là depuis quelques heures aux États-Unis, mais globalement, c'est plus une consolidation qui se met en place. Donc, c'est toute la question. Est-ce qu'on va rompre les niveaux et aller faire ce petit sell-off petit, je ne pense pas qu'il soit énorme compte tenu du contexte qu'on a décrit depuis tout à l'heure, pour rebondir ensuite. Et on voit que ça frémit et on a plutôt l'impression que les opérateurs sont dans les starting blocks pour un petit rebond, un petit
sprint, une petite accélération. Je ne m'attends pas à des mouvements très importants non plus. Je pense que si on revoyait les plus hauts annuels sur l'indice CAC 40, ce serait déjà le bout du monde cette année. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Il faudra passer donc 7003 pour prendre un petit biais haussier. Là, ça pourrait accélérer un peu parce qu'on bute sous ce niveau depuis le début de la semaine et, on ne casse pas les niveaux d'en dessous. Donc, il y a un petit contre-pied. Il y a du pessimisme. Il y a des opérateurs qui sont qui ont beaucoup de cash. Il y a beaucoup de particuliers aussi qui le disent, qui sont liquides et qui attendent des opportunités pour rentrer. Et on sait que quand tout le monde veut acheter sur repli, en général, c'est pas ce qui se produit. Donc, il peut y avoir ce petit contre-pied à court terme. Alors, est-ce qu'on va aller chercher 6005 avant d'aller chercher 7140, 7150, peut-être 7250? C'est vraiment là la question. Et ça peut se jouer ici. Ça se fera pas sans ces valeurs-là, je pense. C'est pas Renault qui, à elle seule, va entraîner l'indice parisien. Ça, c'est un point, oui. Et voilà. En revanche, Renault a une configuration graphique intéressante pour le moyen et long terme. Elle a une réaction qui est positive. Elle vient d'aller chercher une résistance aujourd'hui importante sur qui sont sur ses plus hauts du jour. Mais graphiquement, il se passe quelque chose. Il y a un retournement sur la valeur. Maintenant, je pense qu'on ne se précipite pas dans un contexte d'incertitude et les choses peuvent se décanter un peu. Il y a, à mon avis, beaucoup plus de stock picking à faire. C'est toujours le terme, le mot. Là, c'est plus vrai que jamais. Je pense que ça se devient encore plus concentré sur quelques valeurs en retard. Et puis, si on considère que c'est une dernière phase de hausse qui nous attend, alors avec un petit sell-off avant ou pas, il y a aussi un élément à avoir en tête, c'est qu'on est souvent dans ces mouvements-là, dans des périodes de concentration. Les entreprises ont pas mal de cash. Et je pense par exemple à Patrick Pouyanné qui disait qu'il trouvait que les valeurs de l'énergie renouvelable étaient un peu chères. Là, le tracker énergie renouvelable, il a baissé si on le prend un panier, il a baissé de 25-30%. Il va peut-être commencer à vouloir faire des courses. Ouais. Donc, je pense qu'il y a tout un mouvement qui va se mettre en place de concentration. Kering a dit oui, M&A, bien sûr, on peut avoir une acquisition dans un futur proche. Voilà. On sent que ça. Là, il faut aller chercher des petites et moyennes capitalisations qui peuvent être dans des secteurs. Alors, il y a, je pense, des gros éléments à regarder. C'est peut-être du côté technologique, en effet, du côté des énergies, bien entendu, énergie renouvelable notamment. Du côté de l'armement aussi, pourquoi pas, et puis oui, donc technologique au sens large, technologie de paiement, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer de ce côté-là, à mon avis, et ça va plus être des dossiers individuellement. Ça se détecte aussi graphiquement, on arrive à en trouver certains. Pour l'instant, il n'y a rien de flagrant, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir ce mouvement qui s'alimente. En tout cas, on sent bien qu'il faudrait une bonne nouvelle et une petite détente pour déclencher un petit sprint, encore une fois, rien d'extraordinaire. Ouais. Bon, sans être Patrick Pouyanné ou François-Henri Pinault, est-ce que c'est le moment d'aller faire des courses un peu dans une logique de stock picking, Jean-Louis? Stock picking, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est un pari très binaire qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on est... Hermès à moins 30, c'est binaire. C'est binaire parce que... Ça peut continuer de perdre 30. Le problème, c'est que le démarrage, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, je pense qu'il n'y aura pas de conflit et que ça va aller mieux et qu'on ne cassera pas 6006. Si on est d'accord avec ça, on peut tenter d'acheter. Mais la réponse sera binaire, c'est oui ou c'est non. Ouais. Et ça peut être violent, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est que, en fait, vous pouvez avoir des mouvements peut-être ennuyeux pour celui qui aura acheté, pas catastrophique sur du moyen long terme, certes, mais un peu embêtant si on va plonger sur un dérapage de la situation autour de l'Ukraine. Alors, tout ce qu'on peut être amené à faire, faut être conscient des risques, se dire, oui, en effet, il y a des opportunités, oui, toutes ces valeurs citées, moi j'aime bien Air Liquide, Schneider, même des grosses comme ça, après il y a des petites moyennes et tout, qui sont dans des configurations peu ou prou proches de niveaux très importants, avec des replis importants, et d'ailleurs, quand on voit des replis comme ça, il y a de quoi se gratter la tête, se dire, mais mince, quand même, c'est un SKR, pourquoi ça baisse comme ça? Ça n'arrête pas. Enfin, c'est quand même incroyable. Je sais pas, parce que c'est trop cher. Oui, ça c'est sûr qu'elle était très chère. Bon. Alors pourquoi ils ont payé tout ce qui a plus de 20 de PE forward, et j'imagine qu'Esquire était. Mais non, mais bon. Pourquoi ils ont payé à ce point-là 300 et quelques, etc. Bon, enfin, et là, ça devient un peu excessif peut-être à la baisse, mais c'est vrai qu'il faut d'abord répondre à la première question. Et si on achète là, alors pourquoi le stock picking pas évident? Parce que c'est violent, c'est-à-dire que si vous avez la chance d'acheter sur un plus bas temporaire et que ça remonte, vous allez faire votre trade d'aller-retour. Mais si ça continue un cran en dessous, vous ne reverrez pas forcément au-dessus. Et c'est en cela que c'est binaire.
Et ça ne tient pas à grand-chose. Ça ne tient vraiment pas à grand-chose. Donc il n'y a pas d'urgence à y aller agressivement sur des belles valeurs qu'on regarde, qu'on a dans sa liste. Il n'y a pas de market timing, si vous voulez. Il n'y a pas une indication que c'est le moment d'y aller. Le marché est en train de se retourner tranquillement. On n'a pas des indicateurs suffisamment positifs avec des vrais moteurs qui sont en train de donner, comme ça, visuellement, des signaux que ça repart. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça peut être le cas la fin de la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui. D'accord. Philippe, je suis toujours très mal à l'aise sur le thème les marchés et la guerre, parce que, alors, est-ce qu'effectivement, je ne sais pas, une très mauvaise nouvelle sur l'Ukraine avec la Russie, les Occidentaux, etc., est-ce que ça peut être un déclencheur qui soit à l'origine d'un flush, d'un plongeon de marché? Moi, je me souviens d'une époque où la Corée du Nord tirait des missiles, on se réveillait le matin, et puis rien ne se passait, quoi. Non, mais c'est pour ça que j'arrive pas à définir si ça peut être un stress de marché énorme au point de tout envoyer valdinguer. Alors, je ne sais pas si les statistiques sur le long terme, le temps long, peuvent être d'un quelconque renseignement. Voilà. Mais disons que depuis 1960, je regarde le marché américain, chaque fois que les États-Unis sont rentrés en guerre quelque part, alors, soit c'est la Corée, le Vietnam, tout ce que vous voulez, Panama, la Barbade, l'Irak. J'ai pas d'exemple où le jour où la guerre est déclenchée, Wall Street perd 2%. Ouais, lundi dernier, on a commencé à -3, il n'y avait pas de guerre, c'était juste à nouveau des moulinets de la diplomatie américaine. Dans l'histoire, c'est pas vraiment un grand facteur perturbant. Bon, alors bien sûr, on se rappelle tous du déclenchement des hostilités en 91 et puis en 2003. Le marché avait beaucoup baissé avant. Une fois que le conflit commence, on passe tout de suite à autre chose. J'en sais rien. C'est les États-Unis. C'est un marché qui fait preuve d'un sang-froid face à la guerre, comme si c'était quelque chose vraiment auquel ils sont totalement accoutumés. Voilà. Il y a les porte-avions, hein. Oui. Enfin, voilà. Je veux dire, oui. Voilà, il y a 825 bases américaines. Oui. Il y a 825 bases américaines dans le monde, donc effectivement, ils sont toujours quelque part où il peut se passer quelque chose. Quand ils entrent en guerre, on a plutôt souvent envie d'être leur côté. Donc je suis pas sûr que même le déclenchement d'un conflit ferait chuter fortement Wall Street. Voilà, ça, d'accord. C'est une réponse un peu historique et empirique. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un intérêt à ce conflit ? Alors pas les Russes, parce que s'emparer d'un pays qui fait le 10e du PIB de la Russie avec un niveau de vie 3 fois moindre, c'est comme si la France envahissait l'Albanie, mais que l'Albanie fasse la taille de l'Espagne. La France n'a pas la même armée que la Russie. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas juste une question de PIB. On en a parlé aussi cette semaine. C'est pas juste une question de PIB. On va dire que l'invasion de l'Ukraine fait pas de sens comme aller en Irak chercher du pétrole. Ou, je ne sais pas, priver Saddam Hussein de pseudo-armes de destruction massive. L'Ukraine, ça produit un petit peu d'acier, ça produit un petit peu d'armement. C'est pas stratégique pour la Russie du tout. Voilà, donc ils n'ont pas vraiment un intérêt géostratégique à gagner la Caspienne pour attraper le pétrole. Enfin, je vois pas très bien l'intérêt. Donc les seuls qui, dans l'affaire, feraient leur beurre, c'est les producteurs de GNL américains. Donc les champs du Permien, etc., le Texas, les Canadiens qui se mettent aussi bien dans le GNL, et puis le Qatar, évidemment, qui devrait être, d'ici 1 ou 2 ans, le premier producteur mondial de GNL. On a les Allemands qui annoncent aussi que leurs terminaux du côté de Hambourg, ils vont peut-être mettre de plus gros tubes pour décharger le GNL. Après, c'est jamais aussi efficace qu'un pipeline ou qu'un gazoduc. Qu'un Nord Stream, c'est sûr. Il faut quand même les faire traverser, ça prend du temps, il faut les mettre dans les ports. Voilà. Sans oublier que les méthaniers qui transportent le GNL, ce sont des bombes. Il faut savoir qu'un méthanier, c'est à peu près l'équivalent d'une bombe Hiroshima en termes d'énergie contenue à bord. Heureusement qu'on n'a jamais eu d'accident. Mais c'est pour dire que un méthanier qui exploserait à Hambourg, il n'y aura plus de Hambourg, en gros.
Non, Voilà. bon, Donc, d'accord. personne n'a vraiment intérêt stratégiquement et militairement à s'emparer de l'Ukraine ou à y faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est en périphérie que, éventuellement, il y a peut-être des business qui se trouveraient bien. Voilà, la collecte de données, le brouillage, tout ce qu'on veut. On peut peut-être expérimenter de nouvelles armes en conditions réelles. Mais vraiment, ce conflit-là, ça ne fait l'affaire de personne. Pour en revenir aux actifs de marché, moi je note, on a eu quand même des petits pics de stress cette semaine. Le pétrole n'a pas encore franchi les $100. Non, et puis en plus ça, il y a pour le Brent, il y a un point d'arrêt à 97. Vous avez à peu près le même à 95 sur le WTI. Donc voilà, on a quand même fait une bonne partie de l'objectif. Après ça, le gaz, alors lui, bon, il peut aller, je ne sais pas jusqu'où. Ça, c'est une volatilité digne d'une crypto. On pourrait appeler ça du crypto-gaz, je ne sais pas. Donc, il y aura peut-être moyen, effectivement, de s'amuser un petit peu avec la volatilité des matières premières. Mais là, surtout, ce que l'on voit quand même, là, pour résumer la semaine qui vient de s'achever, donc 0 ou pas grand-chose sur le CAC, moins 0,8, je sais pas, en clôture. C'était la semaine quand même de l'or et de l'argent, Oui. avec le franchissement, là, de très importants seuils de résistance. Et là, on peut essayer d'y trouver effectivement un lien avec le géopolitique, l'or, le refuge, patati patata. Ou alors, on réalise que les banques centrales vont peut-être pas aller très au-delà de 1,50, 1,75 en termes de loyer de prochain l'argent. chiffre d'inflation aux États-Unis qui sera 8%, où on nous dira qu'il faut absolument faire des hausses de taux de 100 points de base dès le premier meeting. Oui, non, mais Ça se passera d'accord. probablement moins bien pour l'or. Mais à partir du moment où vous vous dites que à 1,50 ou 1,75, c'est fini l'histoire. Les métaux précieux, ils ont déjà anticipé ça tout le long de l'année 2021. En 2022, si ça s'arrête à 1,50, 1,75... Donc c'est un gros feu vert, quoi. Ah bah c'est un gros feu, parce qu'on a déjà pricé, là, on veut dire, la concurrence déloyale des taux par rapport à quelque chose qui rapporte rien. Bon, cas d'investissement des précieux, là, on en parle souvent avec vous, Romain, de l'argent notamment. Oui, parce que l'or était à $1 900 là aujourd'hui. À peu près, oui. Oui, effectivement, c'est important parce que dans l'allocation, voilà, on parlait beaucoup des actions. Nous, on était très sous-investis. Donc c'est vrai qu'on prend des petits risques avec, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis, une incertitude. Il y a des niveaux et on constate que les opérateurs ne se jettent pas sur les valeurs de toute façon et que si c'était des points d'entrée francs et massifs, on aurait des rebonds plus marqués. Donc, et en plus, on considère toujours qu'on est dans une phase de correction globalement et qu'on peut assister à un rebond. Donc, effectivement, côté action, on est parcimonieux, on met des stops courts et on accepte d'avoir tort et de sortir rapidement si ça ne confirme pas. Sur les matières premières, oui, nous, ça fait partie de nos grosses allocations. On est investi largement sur l'or et l'argent depuis longtemps, peut-être beaucoup en amont, mais on est content dans ce cas de figure-là et on travaille maintenant à titre spéculatif, en plus l'or et l'argent, en plus d'un investissement de fonds. Oui, l'argent toujours au-delà de 21, 90, 22, ça rebondit quasiment systématiquement et on fait des écarts et des arbitrages jusqu'à 24, 40, 24, 80. Si on arrive à dépasser 24, 80, 25, là ça devrait accélérer, retourner chercher 28, 10, pourquoi pas 28, 80 au moins. Et puis on a des perspectives sur l'argent, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, sur le moyen et long terme, qui sont vraiment importantes. Et donc, un métal de la transition énergétique. Un métal de la transition, et donc des perspectives bien au-delà, qu'on évoquera en temps et en heure, mais déjà aux alentours de 28, 29, ce serait pas mal. Pour l'or, oui, il a franchi en clôture hebdomadaire la semaine dernière et confirmé cette semaine une oblique baissière qui datait d'août 2020. Avec des appuis importants, une accumulation et la réintégration du canal haussier de long terme. Donc il se passe quelque chose sur l'or, il y a un vrai signal d'achat qui se déclenche. Il est un peu lent, mais il y a un potentiel qui est intéressant. Là, ça se jouerait au-delà donc, de 1860, tant qu'on préserve 1860. Il y a cette barrière à 1900-1910, et ensuite c'est 1977, et puis la cible du mouvement, elle se situe entre 2080 et 2115 $ l'once. On a bonne chance d'aller chercher ces cibles-là dans les semaines qui viennent. Ça fait partie des allocations, oui, intéressantes, à mon avis. Et là, c'est des tendances haussières affirmées. Et qui sont construites depuis longtemps et qui sont en train de se déclencher. Donc, on aimerait mieux clôturer un certain temps au-dessus de ces niveaux-là, mais il se passe quelque chose et il y a un vrai signal qui se met en place de ce côté-là.
Quant au pétrole, oui, on arrive à des niveaux qui sont charnières. On l'évoquait, il y a un petit peu de divergence. On voit que l'indice CRB est en train de sortir par le haut de son canal haussier, mais avec des divergences, et puis qui fait des allers-retours. C'est un peu nerveux. Le CRB, c'est 19 matières premières, dont 40% de pétrole à peu près. Donc, on voit que ça pêche un peu de ce côté-là, et le call est toujours haussier. On a le droit d'alléger et d'essayer de se replacer si on va être stratégique. Sur le moyen et long terme, je pense qu'on n'a pas fini de voir des mouvements aussi, bien sûr. Bon, sur les matières premières, Jean-Louis, si vous avez des commentaires à rajouter. Puis un mot des devises, ça a déjà été évoqué rapidement par Philippe, mais c'est vrai que, mis à part le côté un peu refuge du dollar, au final, toujours une grande stabilité sur l'euro-dollar. Hein. Ah ben là, c'est terrible. Hein. Bon, l'or, oui, bien sûr, il a... Une stabilité terrible. C'est bien que les devises soient stables. C'est pas bon pour les traders, je suis d'accord. Ouais, justement, j'ai eu tout à l'heure d'un trader d'une banque importante qui me disait, qui vient de la quitter, et qui me disait, tiens, j'ai eu des coups de fil de hedge fund, ils limitent leur activité sur le Forex, ils baissent d'un cran, et par contre, vu la vol qu'il y a sur les actions, ils augmentent. Ouais, ils se reportent. Ouais. Il n'y a plus rien à faire pour eux en tant que fonds d'investissement alternatif sur du Forex qui ne bouge pas. Quoi. Ils vont sur les indices. Et c'est vrai que l'eurodoll, il est resté, mais même là, il a un 13,35, comme ça, il ne bouge pas. Entre un 13 et un 13,90, là, ça fait depuis tout le début de la semaine. Hein, il ne fait rien, rien du tout. Donc, en général, quand il y a des crises, c'est vrai que le dollar a tendance à remonter. Bon, donc... il a déjà monté, le dollar. Voilà, il est déjà monté, on est allé plus bas. Donc, l'euro était en train de remonter. Ouais. Et voilà, quand je disais, il y a quelque temps, un 15,50, c'est le niveau au-dessus duquel on passera acheteur. Bon, on pouvait... Moi, j'ai stoppé mes positions à la vente, mais pour prendre un billet neutre au-dessus d'un 13,50. Maintenant, au-dessus d'un 13,50, je m'amuse. Je suis dans une zone neutre. C'est vrai que on a là pour le coup un stock picking entre guillemets, mais on a un comportement opportuniste, on achète, on vend, on achète sans privilégier, avec des stops en effet là aussi extrêmement bien déterminés, à 14,50, tu peux prendre un 12,50 et puis travailler là-dedans, mais bon c'est vrai qu'il y a très peu d'écart, très peu d'écart. En même temps, il n'y a pas trop de risque de perdre. Parce que ça ne bouge pas trop. Donc, tu as beau faire pas forcément la meilleure vente qui soit, mais tu repasses par la case départ ou plus bas et tu t'en sors à chaque fois. Donc, ça va certainement évoluer. Mais en attendant, c'est vrai que le dollar profite un peu, le yen et le franc suisse, en général, dans les crises, c'est comme ça que ça se passe. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement remarquable, d'intérêt remarquable actuellement sur les monnaies. C'est vrai. Bon. Il y a des choses qui se passent sur le Forex ou pas, Philippe, de votre point de vue? Moi, j'ai lu quelques trucs, là, par exemple, sur le câble, la devise britannique. Livre, oui. Visiblement, il y a un truc qui se met en place. Non? La livre est mieux. Voilà. Moi, il y a aussi le yen. Ah, le yen. Moi, je vois qu'on était à 0,003% de rendement sur le 10 ans japonais. Et puis maintenant, on est à 0,020, 0,23. La banque centrale japonaise a l'air de laisser filer... Alors là, c'est plus 20, moins 20. Hein, c'est ça, sur le 10 ans japonais, la bande de fluctuation. Hein. Oui, donc c'était même 10. C'était même 10, moins 10. Et là, on en est sorti, personne n'en a parlé. Donc ça va très très bien. Si on a parlé, donc quoi, voilà. On va normaliser sa politique monétaire? Qu'est-ce qui se passe? Non, je remarque simplement que la Banque centrale japonaise n'intervient pas, alors qu'elle était ultra vigilante. Quand elle était à 0,09, alors là, boum, elle arrivait et ramassait tout ce qu'il y avait. Et puis ça soutient le yen. Je dis pas qu'il faut faire du yen l'équivalent d'un franc suisse, évidemment, mais ça peut faire du sens de s'y intéresser. Ouais. Il y a aussi un autre domaine qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est quand même l'immobilier. Alors là, une tendance qui reste royalement haussière. Voilà, les taux, les discours, tout ça, ça passe, mais alors comme une lettre à la poste, ça glisse comme sur les ailes d'un canard, ça continue de monter, mais j'entends quand même que la BCE s'inquiète, et le dit de façon la plus claire, elle s'inquiète d'une formation de bulle ou d'un contexte de bulle sur l'immobilier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut plus aller sur l'obligataire, parce que je pense qu'effectivement il y a
il n'y a pas grand-chose ou plus grand-chose à gratter et que de mauvais coups à prendre. Sur les actions, c'est quand même beaucoup ennuyé. Qu'est-ce qui reste comme alternative pour des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, si on veut comme ça arbitrer 100 millions, 200 millions, 500 millions, il reste que l'or, l'argent c'est trop étroit, il reste l'immobilier. Et si on nous dit que l'immobilier c'est en bulle, pour moi c'est un message adressé aux banques. Ça veut dire on se montre un peu plus restrictif, on est plus sélectif sur les dossiers, on calme le jeu. Sur le plan macro-prudentiel, en France en tout cas, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, ces derniers trimestres. Alors, ça avait commencé par Villeroy de Galhau d'ailleurs, qui disait que les recommandations sont devenues des règles à respecter, sur le levier qu'on peut accorder aux... Mais ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas entendu un banquier central faire un commentaire sur les niveaux atteints par l'immobilier. Voilà, donc j'entends ça. Je dirais pas que c'est une petite musique, mais ces gens-là, ils parlent rarement en l'air. Bon. Aux États-Unis, c'est un sujet quand même. Pour conclure, Romain, on se voit lundi donc pour le plan de trading. Oui, non, mais pour conclure là sur cette journée d'échéance, donc. C'est ça en fait. Je ne sais même plus comment décrire la situation. C'est trading range et on est en situation d'attente du côté de la borne basse du trading range, en dessous de 7003. Si on était au-dessus, ce serait un petit peu plus haussier. On est plutôt en dessous. C'est 6959, 7003. Mais on accumule dans cette borne-là. Pas 7300, hein, 7003. Oui, 7003.1, mais je précise pour tout le monde. Je donne des points trop. Non, oui, mais non, c'est tout à votre honneur. Et même ne comprenez pas 7300. Et même 7045, ce serait encore mieux pour aller chercher 7098, enfin 7100 et ces niveaux-là. On a l'impression qu'on est proche du déclenchement. Ça se fait pas, ça se met pas en place tant qu'on n'est pas au-dessus. On alterne achat et vente avec un petit biais baissier puisqu'on est sous cette médiane. Donc grand trading range. Il n'y a pas beaucoup mieux dans l'immédiat, mais un peu moins mal qu'on était il y a quelques jours, quelques semaines, notamment en raison de ces couvertures et de ces niveaux qui peuvent être des points d'entrée. On se retrouve lundi, Romain, à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading. Messieurs, Philippe Béchat et Jean-Luc Hussac. On vous retrouve. Ah, c'est fini, Philippe. Non, on se retrouve dans un mois. Et Hermès est sauvé. Pourquoi Hermès est sauvé? Extraordinaire. Elle a fait 1150, ils l'ont terminé à 1200. Magnifique marteau aussi. Le marteau se confirme pour Hermès. Par tort. Ça s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Les 3 sorciers de Smart Bourse qui sont avec nous chaque 3e vendredi du mois à 17h dans l'émission. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est notre rendez-vous pédagogie et chaque 3e vendredi du mois, rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse et Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Louis, bienvenue. Ravi de vous retrouver ce mois-ci pour parler du thème de la volatilité et comment en tant qu'investisseur, investisseur actif en action, comment est-ce qu'on peut protéger son portefeuille. C'est le thème du jour d'actualité totale. Louis, pour commencer, il faut déjà connaître son portefeuille. Oui, exactement. Pour le protéger, c'est déjà important de connaître son portefeuille et savoir quoi protéger. Donc je pense que la première chose, c'est un moment important aujourd'hui de faire un audit de son portefeuille, d'identifier les valeurs les plus fragiles, c'est-à-dire, on peut prendre différents critères, mais un critère important à mon sens, c'est de regarder l'endettement. Parce que les valeurs très endettées, c'est celles qui risquent de souffrir le plus dans une période de volatilité et d'incertitude. Donc pour ça, on peut regarder le ratio de solvabilité. Donc ça, c'est un critère important à regarder. On peut compléter ça par d'autres éléments, comme par exemple les bénéfices d'une société. Est-ce que la société est déficitaire? Si oui, depuis combien de temps? Et après, aller creuser au-delà pour voir si c'est un déficit qui est structurel ou conjoncturel en raison de la crise du Covid, par exemple. Et donc, par rapport à ça, il faut faire très attention aux valeurs de secteurs comme le tourisme, l'aérien qui ont été touchés, et donc faire un stock picking précis pour identifier justement les valeurs à conserver et celles à vendre. Si on cherche des sociétés fragiles, effectivement, dans son portefeuille, donc il y a la question de l'endettement. Est-ce qu'il doit y avoir aussi d'autres critères à regarder, Louis? Oui, donc j'évoquais justement au niveau des bénéfices. Des bénéfices, ah oui, c'est ça. Il y a un élément, donc là je parlais plutôt des déficits. Effectivement, au niveau du bénéfice, c'est aussi intéressant de regarder la croissance des bénéfices. Parce que là je pense évidemment aux valeurs growth qui sont quand même très impactées. Là, on le voit dans la période actuelle, dès que la société
a une croissance un peu moins forte qu'anticipée, elle est tout de suite sanctionnée. Ouais. Donc par rapport à ça, il faut faire très attention aussi, ça c'est un autre critère. Regardez dans son portefeuille si on n'a pas des valeurs qui sont déficitaires, dont le modèle économique n'est pas prêt de lui permettre de générer des bénéfices. Et ces critères-là, ce sont des valeurs, à mon sens, qu'il faut couper en fait. Et avant de commencer à protéger, il faut peut-être déjà faire le tri. Ouais, c'est ça. Il y a déjà, première étape, auditer son portefeuille et faire du nettoyage, effectivement, en fonction de critères qu'on se fixe, mais qui sont liés à la fragilité des sociétés dans un contexte plus volatile. Une fois qu'on a effectué ce travail, comment est-ce que, justement, on protège ce portefeuille? Quels sont les outils à disposition? Comment on les utilise? Oui, alors il y a plusieurs possibilités. Ce qui est le plus simple, je pense que c'est les ordres stop. On en avait parlé la dernière fois sur les différents types d'ordres. Je pense que la base, c'est d'utiliser des ordres stop. Donc, petit rappel, il s'agit en fait de positionner un ordre stop pour ne pas perdre plus de 10%, 15%, 20% en fonction de sa stratégie, en fonction aussi de la volatilité de la valeur. Donc, on pose l'ordre stop et si la valeur baisse et casse, à ce moment-là, on limite les pertes. Donc, ça, c'est la manière, on va dire, la plus basique de se protéger. Après, pour une méthode, il y a une méthodologie un peu plus évoluée qui consiste à utiliser des stop suiveurs, où là, en fait, au lieu de mettre un stop à un certain pourcentage, on laisse sa chance à la valeur de poursuivre un peu la hausse. On peut dire, par exemple, on met un stop à 15%, 20%. Là, encore une fois, ça dépend des valeurs, du secteur, etc. Mais on va mettre un stop suiveur. Et du coup, au lieu de se dire, on va sortir là, on coupe les bénéfices par exemple à 15%, on donne la chance à la valeur de continuer à augmenter et comme ça, au pire, on aura les 15%. Oui, c'est ça. Mieux, on verrouille cette poche de plus-value de 15, 20, enfin après, à définir en fonction du profil de l'entreprise et de votre profil d'investisseur, mais on verrouille une partie de la performance. Et au-delà, c'est du bonus, quoi. Exactement. Je pense notamment aux valeurs qui ont quand même pas mal pris ces 2 dernières années. Donc, ça a du sens de verrouiller ça sans forcément sortir parce que ce ne sont pas les valeurs très fragiles qu'on vient d'évoquer. Ouais. Quels sont les autres moyens, les autres méthodes, stratégies qui permettent de couvrir son portefeuille action? Alors, oui. Alors, au-delà des différents types d'ordres, on peut utiliser des produits de bourse ou des produits dérivés. Donc là, on rentre dans un niveau un petit peu plus sophistiqué. Donc là, le plus simple, c'est de passer par des trackers, des ETF, des ETF bear, qui vont en fait répliquer la performance d'un indice à l'inverse. Donc, par exemple, si on a un portefeuille très exposé au CAC 40, on prend un ETF bear sur le CAC 40. Si le CAC 40 fait -2, et le ETF bear va faire +2. Et on peut aussi utiliser des ETF avec un effet de levier qui vont amplifier par 2 fois, par exemple, les variations. À ce moment-là, si le CAC 40 baisse de 2%, à ce moment-là, l'ETF bear va gagner 4%. Ouais. Donc ça, c'est une méthode, on va dire, plutôt facile d'accès, relativement facile d'accès pour l'utilisation de produits de bourse. Comment on dimensionne la couverture, justement, par rapport à son portefeuille? Ça va dépendre, justement, de la pondération du type de valeur qu'on a en société. Et en fonction de ça, on va utiliser différents leviers. Donc les ETF, c'est les leviers les plus faibles. Après, il y a d'autres produits de bourse comme les turbos qui vont permettre d'avoir des leviers plus importants. Mais encore une fois, ça c'est important de bien comprendre ces produits avant de les utiliser. Ce sont des produits qui s'utilisent aussi à court terme. Ce sont vraiment des protections à court terme. Et là, l'idée, vous dites, c'est vraiment utiliser ces produits comme des couvertures, c'est pas pour jouer du directionnel de marché. Non, pas du tout, exactement. C'est vraiment pour de la couverture de portefeuille. On n'est pas dans de la spéculation, amplification de levier. Et après, il y a des produits dérivés type option où là on peut vraiment aller dans des stratégies encore plus sophistiquées. Je pense à une stratégie par exemple de cover call qui consiste à vendre des calls de titres qu'on détient en portefeuille pour générer en fait une rentabilité supplémentaire de ces actions. Donc il y a des stratégies possibles de protection dans des moments d'incertitude. Mais encore une fois, ce sont des produits, il faut vraiment bien les comprendre avant d'aller dessus. Même, j'allais dire, des produits qui peuvent mériter une petite formation, même quand on est un investisseur un peu actif, il faut effectivement regarder précisément, comme vous dites, comment fonctionnent ces produits et apprendre à les utiliser, à les manier, avant de se jeter dedans comme ça. Non, mais je préfère que... Exactement, vraiment se former et utiliser peut-être un compte démo et faire des tests en simulation. Oui, tout à fait, avant de commencer à les utiliser, parce que lorsqu'on est sur de la vente de produits dérivés,
en soi, la perte, elle est mais oui. Après, si on a les chiffres en portefeuille, c'est différent, mais voilà. Mais sur le principe, il faut être conscient de ça. Et justement, est-ce qu'il y a, pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui ne se sent pas peut-être familier avec des produits dérivés, des produits de couverture avec effet de levier, est-ce qu'il y a des méthodes simples, pratiques pour limiter le risque de volatilité dans son portefeuille? Donc il y a les ordres stop, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire aussi? Oui, en fait, il y a un point, il y a la base, effectivement, c'est une bonne remarque. Peut-être que la base, aujourd'hui, c'est aussi de regarder, encore une fois, je reviens au premier point, l'audit du portefeuille. L'audit du portefeuille. Est-ce que mon portefeuille est bien diversifié? Parce que la diversification, c'est le B à bas pour limiter le risque d'un portefeuille. Et là, dans le contexte actuel, attention au portefeuille très concentré. Justement, il faut une diversification sectorielle, géographique, type de valeur. Si on a déjà cette bonne diversification, on va déjà limiter le risque, et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller sur des produits très sophistiqués pour faire ça. Oui, et vous l'avez très bien dit, effectivement, c'est sans doute un bon moment pour regarder son portefeuille, parce que ce qui a marché depuis 10 ans ne marche beaucoup moins depuis quelques mois, et donc il faut quand même réévaluer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux dans le marché, c'est des valeurs ou des secteurs qui étaient sous-détenus parfois pendant des années. Donc il faut quand même bien regarder comment son portefeuille est constitué de ce point de vue-là. Oui, exactement, parce qu'il y a une rotation sectorielle qui est en place, il y a aussi un contexte de volatilité qui est vraiment présent aujourd'hui. Donc oui, il faut être conscient que ce qui a fonctionné par le passé ne va pas forcément fonctionner à l'avenir. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette stratégie de diversification. Il faut même, j'ai envie de dire, même aller au-delà du portefeuille action, avoir vraiment une diversification globale de ses avoirs, de son patrimoine, au niveau obligataire, l'immobilier, des placements de diversification, que ce soit des crypto-monnaies ou de l'or en fonction de son appétence. Il faut vraiment avoir une vision globale par rapport à ça. Oui. Ouais. Merci beaucoup Louis, merci de venir nous voir chaque point pour nous apporter donc un éclairage pédagogique sur la bourse et comment est-ce qu'on pratique la bourse, avec aujourd'hui l'idée de se protéger contre la volatilité. Et un point important, oui, auditez votre portefeuille, regardez quand même effectivement ce que vous avez en portefeuille, c'est déjà le premier point de départ pour ensuite mettre en place des stratégies de couverture qui permettront de limiter la volatilité de vos actions. Louis Yang qui était à nos côtés, qu'on retrouve chaque troisième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse. Voilà pour cette édition qui se termine ainsi, et nous nous retrouvons bien sûr lundi à 12h30 en direct sur Bismart.